I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà. Bienvenue chers auditeurs, vous êtes bien sur RCN 90.7 FM dans l'émission Droit de parole. Comme tous les premiers et troisièmes mardis du mois, je reçois un invité pour nous parler d'une question d'actualité, une question de société. Je vous rappelle que cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de la radio au www.rcn-radio.org et nous retrouver également sur les réseaux sociaux où vous pouvez diffuser, commenter et nous donner vos impressions sur nos émissions et pourquoi pas aussi des idées de thèmes. Après tout, cette émission est aussi la vôtre. Alors aujourd'hui, je reçois Alexandre Devecchio, qui est journaliste au Figaro Vox et qui vient nous présenter le comité de journalistes présidé par Natacha Polony, donc le comité Orwell, ainsi que l'ouvrage collectif qui en est issu, Bienvenue dans le pire des mondes, aux éditions du Plomb, Bienvenue dans le pire des mondes ou le triomphe du soft totalitarisme. Bonjour Alexandre Devecchio. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer par parler un peu du comité Orwell, puisque vous avez monté en mai 2015 un nouveau comité qui rassemble des journalistes, alors qui promeut la diversité d'opinions dans le monde médiatique. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ce projet et comment est-il né? Il est né du fait, par exemple, que du souvenir du non au référendum constitutionnel en 2005. Moi, à l'époque, j'étais encore adolescent, mais c'est peut-être ça qui m'a donné envie de faire du journalisme. J'ai constaté à cette époque le décalage très important entre l'opinion et les journalistes, puisque 99% des rédactions étaient favorables, oui, à la Constitution européenne, et finalement, c'est le non qui l'a emporté. Donc, on voyait très bien qu'il y avait déjà une fracture entre l'élite médiatique, entre guillemets, et le peuple, une fracture qui s'est, je crois, creusée depuis. On le voit là, ces derniers mois, à travers les différents séismes politiques qui se multiplient. Alors effectivement, vous avez lancé le comité Orwell à une date symbolique, puisque c'était 10 ans après le référendum sur la Constitution pour l'Union européenne. Il y a d'ailleurs un dossier très intéressant qui a été publié par Acrimed sur effectivement qui montre l'extraordinaire majorité des éditorialistes et des journalistes en faveur du oui. On présentait effectivement la victoire du oui à plus de 60%, et puis finalement, un rejet massif, en tout cas un rejet conséquent à 55% de la Constitution européenne a été enregistré. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que le système médiatique est toujours réfractaire à une pensée alternative, en tout cas alternative à la pensée mainstream? Oui, on en a des exemples tous les jours. C'est pour ça que je vous parlais des séismes politiques
s'accumulent. Si on prend ces derniers mois, on a vu avec le Brexit que les journalistes n'avaient pas justement appris grand-chose de ce référendum de 2005, puisque là encore, le traitement, je pense, de cet événement a été quand même extrêmement homogène, à nouveau extrêmement favorable pour le coup là au non, au maintien dans l'Europe, et en prédisant que la Grande-Bretagne allait sombrer dans l'apocalypse si le Brexit passait. On a bien vu qu'il n'en a rien été. Ensuite, il y a eu l'élection de Donald Trump qui a quand même surpris tout le monde. Alors, il ne s'agit pas d'être pour ou contre Donald Trump, mais il y avait un certain nombre d'indicateurs qui montraient une société américaine en révolte, et on aurait pu essayer de comprendre pourquoi Donald Trump montait, pourquoi il avait gagné les primaires alors qu'on prédisait que c'était impossible. Au lieu de ça, on a expliqué simplement que c'était un candidat populiste qui n'avait aucune chance, et on a vu un tremblement de terre politique. Dernier tremblement de terre politique, la victoire de Fillon aux primaires, où là encore le match était arrêté par avance. On attendait un match Nicolas Sarkozy Alain Juppé, et finalement on a eu l'impression que le peuple français voulait, ou une partie du peuple français, puisqu'il n'y a eu que 4 millions de votants, mais voulait contredire les médias et imposer un troisième homme. Donc ce décalage entre la pensée médiatique dominante et l'opinion publique est de plus en plus criant. On se demande même parfois si l'opinion publique ne pense pas exprès à l'inverse des journalistes, parce qu'elle en a un peu marre que les journalistes il leur explique comment il faut penser. Alors c'est une vraie réflexion qu'on peut poser sur le métier finalement de journaliste, puisque on s'aperçoit lorsqu'on effectue un certain nombre d'enquêtes d'opinion que le métier de journaliste est le métier le plus décrié après les politiques. Comment vous expliquez cela, et comment vous expliquez qu'effectivement on peut s'apercevoir d'une pensée assez uniforme en tout cas dans les grands médias? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur économique, c'est-à-dire que les grands médias sont concentrés entre les mains de quelques personnes, quelques grands industriels, quelques grands groupes qui souvent poursuivent des intérêts économiques et qui détiennent les journaux pour avoir de l'influence. Donc ça n'aide pas à un certain pluralisme, sachant que ces grands groupes sont généralement favorables finalement à un modèle économique libre-échangiste, pro business. Donc si vous voulez, tous défendent une ligne plus ou moins néolibérale, y compris des médias classés très à gauche. Après, il faut être honnête, moi en tant que journaliste, j'ai jamais eu de pression directe de l'actionnaire sur mes papiers. Donc je pense aussi que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'ai fait une école de journaliste. La plupart des journalistes avaient le même profil sociologique, avaient suivi les mêmes études, avaient fait les mêmes écoles, et il y avait un certain conformisme intellectuel à la base. En fait, et bien souvent, ce conformisme-là se retrouve dans les médias sans qu'on ait besoin de faire pression sur les journalistes. Troisième chose qui complique la donne, finalement, l'information en continu, avec les chaînes d'infos en continu, la concurrence des réseaux sociaux et le souci d'aller de plus en plus vite dans l'information, et donc de faire du news sans apporter de plus-value d'enquête ou de plus-value idéologique. Et donc, tendance à se référer à l'AFP, moi, que je critique pas forcément, mais le travail du journaliste, c'est aussi d'aller sur le terrain, d'aller à la base, à la rencontre des gens, et c'est quelque chose qu'on a de moins en moins le temps de le faire, parce que la presse écrite est en difficulté financière, parce qu'il y a le web et qu'on est de plus en plus esclave de la technique. Vous diriez que aujourd'hui un des grands problèmes du journalisme, c'est d'oublier peut-être le temps long, ce recul nécessaire à l'analyse, et puis surtout comment y remédier. Après tout, on voit qu'il existe un certain nombre de médias, notamment je pense au Monde diplomatique ou d'autres médias
grand public qui ont ce temps-là. Est-ce que vous croyez que c'est peut-être ça qui décrédibilise aussi aujourd'hui le journalisme ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, les médias qui proposent généralement une offre différente fonctionnent. Et effectivement, il y a un problème de temps long pour des raisons économiques, mais aussi, je pense, par manque finalement d'imagination des décideurs qui ont l'impression qu'il faut faire des articles très courts, que les gens puissent lire rapidement sur leur téléphone. C'est en partie vrai, mais pas seulement. Moi, au Figaro Vox, c'est pourtant un média qu'on trouve sur le web, et on a des articles très longs. J'avoue, quand j'ai commencé, on nous demandait de faire plus court, mais ça ne rebute pas du tout les lecteurs. Et au contraire, le web offre cette possibilité-là. Dans le papier, on est limité par la place. Sur le web, on peut tenter des formats plus longs avec plus de recul. Donc effectivement, je pense qu'il faut faire preuve d'imagination et retrouver ce temps long. Il faut aussi des journalistes qui soient spécialisés dans un domaine, qui puissent discuter d'égal à égal avec leurs interlocuteurs, et c'est de moins en moins le cas, puisqu'on est dans la logique de ce qu'on appelle dans le jargon du métier le bâtonnage, c'est-à-dire finalement le recopiage de dépêches AFP, de gens qui passent leur journée à faire parfois 5-6 articles pour Internet, et finalement leur boulot c'est de recopier des dépêches, de changer un peu le titre, quelques éléments dans le chapeau, sans faire de travail de terrain. Donc je crois que les médias sont dans une course à l'audimat un peu folle, course finalement également à la moindre dépense possible, puisque ça coûte moins cher de recopier une dépêche que d'envoyer des journalistes sur le terrain. Mais je pense qu'au final ça se paye avec des lecteurs qui ne lisent plus la presse, puisque la presse écrite, puisque pour avoir du news, ils peuvent l'avoir ailleurs, sur Twitter ou en regardant les chaînes d'infos en continu. Alors comment est-ce que le comité Orwell justement compte s'organiser et quelles actions il entend mener pour justement pallier à ce problème d'uniformité de la pensée journalistique et de la pratique journalistique? Alors il faut rester modeste, hein. On est un petit groupe de journalistes, on essaie de faire bouger les choses à notre échelle, mais on n'a pas de plan global pour bousculer à nous seuls le système médiatique. À notre modeste échelle, on a fait un livre où on a essayé d'expliquer un peu finalement ce fonctionnement des médias, même si le livre va au-delà, où on essaye d'organiser des conférences pour que justement les gens puissent s'exprimer, puis puisse y avoir un échange assez direct avec les journalistes. C'est souvent des conférences, débats assez remuants, puisque les gens ont beaucoup de choses à dire, elles sont assez remontées contre les journalistes, et peut-être à terme on créera un média. On verra. Pour l'instant, le comité existe depuis peu de temps. Nous avons nous aussi peu de moyens, mais on essaye d'y mettre un peu d'énergie. Voilà. Alors, vous dites comité modeste. Vous avez combien aujourd'hui de membres au sein du comité Orwell, et surtout sur quelle diversité? Parce que effectivement, le comité rassemble des journalistes de plusieurs tendances. Et donc, combien vous êtes actuellement? Et puis, vous dites que vous êtes un comité modeste, mais enfin, vous avez tout de même pour vous une possibilité d'exposition médiatique à travers des têtes d'affiche. On pense notamment, évidemment, à Natacha Polony, qu'on ne présente plus. Oui, c'était un peu l'idée. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Natacha, parce que effectivement, elle a une voix qui compte aujourd'hui dans les médias, et je pense qu'elle fait entendre une petite musique différente. Alors, combien on a de membres? On a une dizaine de membres vraiment actifs, si vous voulez, qui ont co-signé le livre du comité Orwell et qui organisent. Mais ensuite, c'est vrai qu'on a une base de gens intéressés qui participent au colloque, qui viennent sur notre page Facebook ou sur notre site, qui est assez importante. Je crois qu'on a 6000 personnes qui nous suivent sur la page Facebook. Les colloques sont pleins. Dans des salles de plusieurs centaines de personnes. Donc à ce niveau-là, c'est
petit succès, mais voilà, il faut quand même rester moderne, d'autant plus qu'on n'a aucun moyen financier. Et pour vous, le journalisme, est-ce que c'est nécessairement un journalisme engagé ? Est-ce que vous pensez que le rôle du journaliste, c'est justement d'offrir une grille de lecture et d'assumer un prisme idéologique dans la présentation de l'information ? Oui, moi je préfère finalement le journaliste qui assume un prisme idéologique plutôt que celui qui se prétend neutre et qui finalement recrache l'idéologie dominante. Je trouve que on gagnerait finalement à avoir des journalistes qui affichent clairement leur couleur politique, leur sensibilité, mais à faire cohabiter finalement différentes sensibilités. Je crois que ce que les gens reprochent aux journalistes, c'est la très grande homogénéité finalement qui sentent dans ce métier-là. Je le disais au début, il est anormal que 99% de la presse pense la même chose, par exemple sur la question européenne. Donc je pense qu'il faudrait de la diversité idéologique. Alors c'est pas forcément, un journaliste n'est pas obligé d'être engagé, il doit pas être militant, mais je pense qu'il est important qu'il ait une vision du monde et qu'il l'assume surtout. Le comité Orwell se définit lui-même d'ailleurs comme étant un rassemblement de journalistes souverainistes. Donc vous assumez cette prise de Oui, on assume effectivement cette sensibilité-là, parce que l'idée aussi c'était de la représenter un peu mieux, parce qu'elle était, je trouve, assez mal représentée dans les médias ou caricaturée. La souveraineté est souvent associée à l'enfermement, au repli sur soi. Il y a quelque temps encore, heureusement les choses évoluent, mais au fascisme, voire à faire le jeu de vous savez qui. Donc l'idée c'était de sortir un peu de ces caricatures. Je pense que Natacha Polony est une porte-voix intéressante, puisqu'elle aborde toutes ces questions toujours avec une certaine mesure. C'est pas quelqu'un qui provoque, qui rentre dans le jeu des petites phrases, mais qui essaie de dire les choses avec pédagogie et distance, et en cela je pense que c'était une bonne représentante. Et comment est-ce que l'arrivée du comité Orwell a été acceptée, enfin ressentie dans le milieu médiatique ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce qu'il y a une hostilité de la part de certains ? Est-ce qu'il y a au contraire un encouragement de la part d'autres ? Il y a eu dans la population, je pense, un certain engouement, parce qu'on a lancé ça avec simplement une page Facebook, une interview dans le Figaro Vox, et ça a été un grand succès qui a déclenché vraiment beaucoup d'attentes chez les gens. On a reçu énormément de courriers. Par contre, là encore, le décalage pour ce qui est des médias, ça a été, dans les premiers temps du moins, le silence radio. Pas dire hostilité, mais plutôt ignorance. Voilà, on a fait des colloques, personne n'est venu voir ce qui s'y passait. Nos événements ont été très peu relayés, à part dans les médias dans lesquels on était chacun d'entre nous, et encore difficilement. Le livre, aujourd'hui nous permet d'avoir un accès aux médias, mais merci de m'inviter et de me donner la parole. Là, on parle du comité très longuement, donc je vous en remercie, mais j'ai remarqué que même le livre, qui se vend très bien et donc qui nous permet d'accéder aux médias, parle finalement assez peu de la question journalistique. On a l'impression que le comité est parfois réduit à Natacha Polony, alors elle y est pour rien, mais on a l'impression, que cette question est plutôt éludée, on va dire. Oui. On va venir sur le livre très très rapidement. Juste peut-être une dernière question. Pourquoi le collectif Orwell ? Pourquoi avoir cette mise sous ce patronage-là ? Oui, je pense que c'était un contre-pied intéressant. Tout à l'heure, je disais que c'était souvent le souverainisme perçu comme un repli sur soi. Choisir finalement un journaliste et écrivain britannique, c'était un amusant pied de nez à ceux qui nous traitent de franchouillards quand l'insulte est aimable. Et puis surtout, c'était
c'est un journaliste, je pense, assez transcourant comme nous le sommes, qui détestait les étiquettes, notamment droite-gauche, et qui tentait de la dépasser. C'est un journaliste également attaché finalement à ce qu'il appelait la common decency, la décence commune, qui allait sur le terrain discuter avec les gens, qui n'étaient pas du tout coupés de la réalité. Donc ça nous paraissait un modèle intéressant à suivre. Et puis il y a bien sûr son livre le plus célèbre, en 1984, critique du totalitarisme, qui nous évoque par certains aspects finalement le monde contemporain avec Big Brother qui est en train de devenir peut-être une réalité. Alors justement, cette question, vous l'abordez donc dans le livre Bienvenue dans le pire des mondes, ou le triomphe du soft totalitarisme. C'est le premier ouvrage donc publié par le comité Orwell. Vous avez décidé, donc déjà, combien de contributeurs à ce livre, et vous avez décidé de le signer collectivement et non pas par article. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette disposition ? Alors, il y a 10 journalistes qui y sont associés. J'espère que je vais oublier personne. Donc Natacha Polony, bien sûr, Jean-Michel Quatrepoint, Gérald Andrieux, Emmanuel Lévy, de Marianne, donc Gérald Andrieux de Causeur, Jean-Michel Quatrepoint qui a travaillé dans les Échos, si je ne m'abuse, qui est à la retraite aujourd'hui, Guillaume Migaud, ancien journaliste à l'événement du jeudi, Benjamin Mastemberger, qui est aujourd'hui pigiste à Marianne et qui a travaillé à l'Express, Franck Dedieu, qui est un ancien de l'Expansion, Éric Delbecq également. Donc voilà, j'espère que j'ai cité tout le monde. Pourquoi le signer collectivement? Parce qu'on n'avait pas forcément envie de faire un livre d'articles qui est toujours moins intéressant et qui a une moins grande cohérence, je pense. Et on voulait faire un livre finalement homogène sur lequel tout le monde était d'accord et qu'on pouvait signer collectivement, qui serait finalement la pensée entre guillemets du comité Orwell ramassé en un livre. Alors, ce livre, effectivement, en plus d'être bien écrit, je tiens quand même à le souligner, c'est pas tous les jours. Merci. c'est pas tous les jours qu'on a des essais bien écrits. Il faut quand même le souligner quand ils le sont. Effectivement, vous présentez ce monde en le qualifiant de soft totalitarisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui pourrait apparaître comme un oxymore finalement entre le terme soft et totalitarisme? Alors, comment vous le définiriez? Alors effectivement, totalitarisme, on n'est pas dans le totalitarisme comme le totalitarisme communiste ou le totalitarisme nazi, avec un chef autoritaire qui contrôlerait tout. Mais on a quand même choisi ce terme totalitarisme parce que je crois qu'il y a beaucoup de citoyens qui ont le sentiment d'être finalement dépossédés de leur destin, que les politiques qu'ils élisent finalement ne contrôlent plus rien, ne mènent plus la politique pour laquelle ils ont été élus et sont dépossédés de leur pouvoir par d'autres pouvoirs comme le pouvoir économique bien sûr. Donc finalement un totalitarisme doux qui s'impose pas par la violence mais aussi par une société de consommation qui fait que les citoyens un peu anesthésiés finissent par adhérer à cette servitude. C'était l'idée de servitude volontaire qu'on voulait développer, même si elle n'est pas totalement volontaire, parce que je disais qu'il y avait un sentiment diffus finalement de conscience d'une dépossession. Alors effectivement, vous abordez la question donc du système, en tout cas parce qu'on entend tout le temps parler du système sans vraiment le définir, et là vous avez choisi de le définir à travers plusieurs aspects, que ce soit l'éducation, l'économie, la démocratie. Comment est-ce que vous avez articulé tous ces aspects? Est-ce que c'est une volonté de former? Est-ce que ce livre forme, vous diriez, un tout? Est-ce qu'on peut prendre comme cela les passages de façon indépendante? Comment vous définiriez ce système-là?
Non, je pense que justement, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle on a signé collectivement, c'est qu'en fait, c'est un tout s'articule, les questions d'éducation comme les questions économiques et culturelles. On a parfois tendance dans le débat politique aujourd'hui, par exemple, à se focaliser sur la question de l'identité, sans voir que c'est aussi un système capitaliste, libéral, qui détruit aussi notre identité, notre modèle de société, les repères qu'on avait. Donc il y avait aussi l'idée que tout est lié et c'est la complexité de ce système qui ne fonctionne pas de manière verticale finalement avec un chef autoritaire comme dans les totalitarismes traditionnels et qui suffirait finalement de balayer ce chef, ce gouvernement ou cet appareil ou un appareil d'État pour se débarrasser de ce système. Là, c'est beaucoup plus complexe et surtout un système qui est aussi globalisé. Donc finalement, on voit bien que le pouvoir politique se détache de son ancrage territorial. L'ancrage territorial traditionnel du pouvoir politique était la nation, qui permettait la démocratie. Là, on a le sentiment que le vrai pouvoir se situe peut-être ailleurs, sans tomber dans le complotisme, qui rend la question extrêmement complexe. Oui, c'est d'ailleurs le reproche, l'attaque en tout cas auquel vous vous exposez, dont on a vu d'ailleurs un exemple lorsque Natacha Polony et M. Quatrepoint se sont rendus sur le plateau d'On n'est pas couché face à M. Moix. C'est l'attaque évidemment en complotisme. Est-ce que vous diriez que ce système-là, cet état de fait, procède d'une volonté de certains acteurs économiques, politiques, ou est-ce que c'est véritablement la structure du système qui encourage à aller à détruire, comme vous dites, la démocratie au sens premier du terme, l'éducation, les économies hors sol, etc. Je pense qu'il y a un peu des deux. C'est un engrenage, mais en fait, c'est un processus historique. Je pense qu'on n'est pas complotiste parce qu'on pense pas qu'il y a un groupe particulier ou une personne qui tirerait les ficelles tel un grand marionnettiste. Mais par contre, il y a une idéologie très claire qu'on peut identifier qui s'est mise en place progressivement. Je pense à 1989 et la chute du mur de Berlin. On avait jusqu'ici un monde où finalement le système capitaliste et le système communiste s'affrontaient. Là, il y a un triomphe finalement du système capitaliste et il y a un certain nombre d'intellectuels, d'économistes, de penseurs qui pensent qu'on va vers ce qu'ils appellent une mondialisation heureuse, c'est-à-dire un monde gouverné par la technique, la technocratie et le marché. C'est ce que l'intellectuel américain Francis Fukuyama a appelé la fin de l'histoire. Dans son essai La fin de l'histoire et le dernier des hommes, on devait finalement se débarrasser de la politique qui était quelque chose d'encombrant, qui conduisait finalement aux guerres et à l'affrontement permanent pour avoir une espèce de monde globalisé, multiculturel et pacifié. Or, le scénario s'est pas tout à fait passé comme prévu et on voit aujourd'hui que ce monde globalisé charrie avec lui énormément d'inégalités, le retour également de tensions identitaires dont on croyait s'être débarrassé. Donc on voit bien qu'il y a un processus historique fondé sur de bonnes intentions, parce que c'était une utopie qui pouvait paraître positive, mais on voit bien que cette idéologie d'ouverture permanente crée finalement un monde fracturé et de moins en moins sûr et surtout laisse de côté la grande masse des citoyens et finalement c'est une petite minorité qui gouverne au nom de la majorité, ce qui pose problème. Alors, est-ce que vous diriez, alors vous dressez un constat qui est effectivement à contre-courant de
la pensée mainstream en quelque sorte. Vous assumez le fait que effectivement vous liez les intérêts, vous dénoncez ce monde globalisé qui réduit finalement l'homme à l'état de simple consommateur ou de simple producteur. Mais aujourd'hui, on voit que l'actualité nous montre que les peuples s'opposent à cette idéologie-là. On recevait il y a encore pas très longtemps l'économiste Jacques Sapir qui, pour son livre Souveraineté, démocratie, laïcité, il nous expliquait aujourd'hui nous vivons dans un moment souverainiste. Est-ce que vous diriez que finalement vous dressez un constat assez amer de la situation dans votre livre, mais est-ce que vous diriez qu'il y a quand même l'espoir de changer ce système-là par la base, par la volonté populaire? Je l'espère en tout cas. Il est vrai que les choses bougent très vite en ce moment. J'ai évoqué tout à l'heure un certain nombre de tremblements de terre politiques. Effectivement, Jacques Sapir n'a pas tort de parler de moment souverainiste, puisque effectivement le Brexit, finalement les Britanniques ont dit on veut être britanniques et on veut pouvoir se diriger nous-mêmes. Dans l'élection de Donald Trump, il y a effectivement une dimension protectionniste à tous les niveaux, sur le plan économique, mais également sécuritaire, avec un retour des frontières. Donc, il est certain que les lignes bougent en France également, finalement également sous la menace d'un autre totalitarisme qui serait le totalitarisme islamiste face aux attentats à répétition. On a le sentiment qu'il y a une demande encore plus forte des Français de protection et finalement de retour à un État-nation qui est perçu comme plus protecteur et plus démocratique. Donc c'est certain que quand croit le péril croit ceux qui sauvent, et on est peut-être effectivement dans un mouvement de basculement historique. Alors, pour qu'il y ait ce basculement, il faut bien aussi que les idées qui sont en germe dans la population s'expriment politiquement. Comment vous voyez l'avenir politique? Est-ce que vous diriez que cette idée souverainiste, qui peut l'incarner aujourd'hui? Comment je vais me faire l'avocat du diable, mais vos contradicteurs vous diront que en posant ces sujets sur la table, vous faites effectivement le jeu, comme on a l'habitude de dire, le jeu d'un certain parti. Alors, oui, effectivement, toute la difficulté est de trouver un débouché politique, et aujourd'hui, on n'y est peut-être pas forcément encore. Je suis pas sûr que le parti de Marine Le Pen et la cohérence idéologique que recherche le comité Orwell, même si elle fait sans doute en partie le bon diagnostic. Toute la problématique est effectivement de trouver des débouchés politiques crédibles. Et aujourd'hui, on a un système qui est paralysé, où finalement le Front National est un outil aussi pour bloquer le système, puisque jusqu'ici elle n'a pas gagné. On l'a vu au régional, c'est une sorte d'épouvantail qui permet aux partis traditionnels de l'emporter à la fin, parfois en s'unissant. Donc j'ai plutôt l'impression que finalement le FN fait partie intégrante peut-être de ce système plutôt qu'il n'est la solution. Mais aujourd'hui, on voit bien que ces idées progressent dans un certain nombre de mouvements, alors aussi diverses que on pense au chevènementisme, on pense à Jean-Luc Mélenchon qui adopte aujourd'hui une attitude plus souverainiste et clairement assumée depuis un an. Mais cette dispersion finalement des voix, est-ce que vous pensez que c'est pas ça qui va empêcher justement le système de se réformer, ou est-ce qu'ils peuvent malgré tout exercer une pression sur lui? C'est tout le problème, parce que finalement de la traduction politique, puisqu'on voit bien que dans chaque parti, y compris le FN, il y a des lignes qui pourraient finalement converger dans un même parti, qui serait un parti souverainiste modéré. Le problème, c'est que dans chacun des partis, cette ligne-là est rarement dominante, et que les grands appareils
politiques, pour l'instant, parviennent à se sauver en quelque sorte. Les primaires, à mon avis, sont un instrument justement pour imposer un candidat de la pensée dominante. Oui, c'est une façon. Donc, pour l'appareil. Tant qu'il n'y a pas explosion des appareils politiques traditionnels, c'est très compliqué, mais on voit malgré tout que ces appareils sont de plus en plus fragilisés. Je pense au Parti socialiste qui est en voie de décomposition absolue. On l'a vu à travers le renoncement de François Hollande. C'est aussi le signe que ce parti est défait et qu'il a subi, au-delà de la personne du président de la République, une grosse défaite idéologique. Aujourd'hui, effectivement, les Républicains apparaissent comme le parti de l'alternance. Je suis pas sûr que ce soit le parti de l'alternative. Je pense que à terme, s'il n'y a pas refondation idéologique de ce parti-là, il peut très bien subir le même sort que le Parti socialiste. Et peut-être que l'échec, la cuisant des socialistes va obliger la gauche à se repenser. Vous l'avez dit, Mélenchon semble opérer un tournant. Il n'est pas impossible que dans quelques années, il y ait une sorte de Syriza à la française. Oui, parce que effectivement, on pourrait penser que, et d'ailleurs, l'ensemble des c'est quelque chose qu'on pourrait dire sur l'ensemble des partis finalement, que ce soit les Républicains, le Parti socialiste et même le Front National, sont traversés par des incohérences internes qui feront qu'à un moment donné, on pourrait envisager une recomposition de la vie politique et l'émergence peut-être je vais pas dire front parce que sinon ce serait connoté, mais d'un rassemblement, d'un pôle souverainiste qui engloberait effectivement Jean-Luc Mélenchon. Tout à fait. Je crois quand même que je disais que le système politique était bloqué, il l'est encore, mais on voit que ça bouge. On voit notamment quelqu'un comme Emmanuel Macron qui vous l'aurez compris, n'est pas ma tasse de thé idéologique, qui se situe justement dans la croyance en une démocratie libérale mondialisée, mais il a au moins le mérite de l'assumer et d'être cohérent, de dire bon, le Parti socialiste est totalement incohérent, j'essaie de monter un pôle, on va dire libéral, européen à l'extérieur du Parti socialiste. Je pense que sa démarche est plus intéressante et moins trompeuse que celle des partis qui essaient de faire un tout avec des lignes complètement différentes et qui parfois se font élire sur un programme pour en appliquer un autre. Donc je pense que la candidature d'Emmanuel Macron, je ne sais pas du tout si elle va convaincre ou pas, mais elle le signe malgré tout que les appareils politiques commencent à devenir totalement obsolètes et qu'ils doivent se réformer pour épouser les vrais clivages de la société. Et est-ce que vous croyez pas que c'est justement les gens comme vous, avec le travail que vous proposez, alors vous et d'autres, l'ensemble des essayistes qui aujourd'hui arrivent à intéresser les gens au phénomène politique, plus d'ailleurs que les appareils ou le personnel politique? Tout à fait. Je me souviens d'un édito de Denis Tillienac à propos d'Éric Zemmour au moment de la sortie du Suicide français, disant que c'était le véritable chef de l'opposition. Donc il ne s'agit pas de faire d'Éric Zemmour notre gourou, mais je pense que par exemple le succès d'un essai comme le Suicide français démontrait finalement la soif des gens pour la vie des idées et démontrait aussi que les politiques n'y répondaient pas, parce qu'on voit bien que aujourd'hui les grands succès d'édition sont rarement des ouvrages de politique, mais plutôt des ouvrages effectivement d'intellectuels. J'ai parlé d'Éric Zemmour, on pourrait également parler de Patrick Buisson, là encore dans une ligne qui n'est pas forcément la mienne, où effectivement, je l'espère, du livre du comité Orwell qui semble bien parti. Oui. On voit que Michel Onfray, Alain Finkielkraut sont aujourd'hui des voix qui comptent. Moi, je le vois tous les jours parce qu'à travers le Figaro Vox, aujourd'hui, on fait très peu d'interviews de politique puisque les scores d'audience sont très faibles. Nous, ça ne nous intéresse pas et a priori, ça n'intéresse pas les gens, et au contraire, les intellectuels remportent un franc succès.
Donc effectivement, hein, vous rappeliez les succès éditoriaux phénoménals qui ont été le succès des livres Zemmour, dans une de Philippe de Villiers également, depuis qu'il n'est plus en politique justement, on pourrait justement s'intéresser. Dans un autre, de l'autre côté, en quelque sorte, on parlait beaucoup des conservateurs, il y a aussi, on pense au cercle des économistes atterrés, qui a également une vision du livre de Piketty aussi. Du livre de Piketty, tout à fait. Tout à fait, qui amène une vision différente, y compris sur le terrain économique avec les économistes hétérodoxes. Donc ce travail-là, il est important puisque effectivement, on peut penser que la victoire politique, la victoire idéologique précédera la victoire politique. Hein, oui. D'ailleurs, François Fillon l'a dit, je ne sais pas s'il nous lit ou pas, mais c'est vrai que c'était une phrase qui me paraissait plutôt intelligente. Effectivement, le combat culturel précède la victoire politique. On l'a vu également en mai 68, qui se solde au départ par une lourde défaite politique, mais finalement les idées de mai 68 seront au pouvoir dans les années 80. Donc je pense que c'est un combat culturel de long terme qui peut-être va finir par trouver des débouchés politiques. Et quel est selon vous aujourd'hui le principal défaut du politique et qui le décrédibilise justement dans l'opinion ? Je pense que on a une classe politique qui malgré tout, comme la classe journalistique d'ailleurs, est un peu homogène. François Fillon apparaît presque comme un homme nouveau aujourd'hui, puisque les gens ne voulaient pas du match Juppé-Nicolas Sarkozy. Il n'en reste pas moins qu'il a été Premier ministre et qu'il a été 5 fois ministre. C'est des gens qui, justement, ont commencé leur carrière politique dans les années 80, au moment où on croyait à la fin de l'histoire et en fait où les politiques renonçaient en quelque sorte à faire de la politique. Donc ils ont ce point commun, ce logiciel idéologique-là qui semble plus du tout adapté au retour de l'histoire, comme on a pu le voir malheureusement avec les vagues d'attentats qu'il y a eu en France en 2015 et en 2016. Et je pense que c'est pour ça aussi que François Hollande a été emporté. Il croyait finalement à la théorie des cycles, que le chômage allait refluer de lui-même, que ça irait mieux demain. Il y a eu certainement une absence de volontarisme politique de sa part. Il n'était pas à la hauteur de l'histoire et il a été balayé. Donc je crois que c'est une époque qui est en train de se terminer et ces représentants qui sont en train d'être emportés avec le changement d'époque tout simplement et le changement de monde qui se dessine. Et donc le collectif que vous représentez aujourd'hui, est-ce qu'il va publier d'autres ouvrages justement sur cette question-là, mener la bataille culturelle en permanence, exercer une pression peut-être sur interpeller les politiques, interpeller les médias? Comment vous voyez l'avenir du comité Orwell? On essaie de fonctionner par petits pas, j'allais dire. On n'a pas de plan à long terme parce que, comme je l'ai dit, on est une petite structure, mais dans l'idée, effectivement, c'est ça. J'espère qu'on va pouvoir se développer, qu'on va pouvoir refaire d'autres livres, faire avancer le combat des idées, parce que c'est notre rôle. On n'est pas des politiques, et que ça débouchera sur quelque chose dans les années à venir. Donc là, on n'a pas de plan arrêté. On va se revoir dans quelques temps début janvier pour essayer de passer une nouvelle étape ensemble. Mais voilà, je peux pas vous dire précisément ce qu'on va faire, s'il y aura un prochain livre, sans doute en tout cas. Alors, dans le livre Bienvenue dans le pire des mondes, vous abordez effectivement l'ensemble de ce système, on l'a dit, à travers différents biais d'entrée, l'éducation, l'économie, etc. Vous concluez sur cette idée, cet espoir, en tout cas, que face à la globalisation, c'est le local qui va permettre de mener, justement, de changer ce système. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui vous a amené à cette conclusion, et est-ce que c'est là-dessus que vous allez peut-être vous concentrer dans l'avenir? Je crois qu'effectivement, je l'ai dit, en 89, il y avait le rêve d'un monde uniformisé. On
a bien vu que ce rêve ne fonctionnait pas et qu'il y a une demande très forte des gens de repères stables, de retour de certains ancrages. Et donc je pense que c'est à partir de là qu'on pourra reconstruire ce qui a été déconstruit. Je pense par exemple à l'agriculture. On voit déjà que ça se met en place avec de plus en plus de circuits courts, puisque les gens veulent consommer autrement. Alors pour l'instant, malheureusement, les classes populaires n'ont pas forcément les moyens d'accéder à tout cela, mais il faut y travailler. Et donc sur ce système que vous dénoncez, vous parlez beaucoup de la novlangue qui est développée, et vous menez également la bataille contre ces termes qu'on utilise dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, qui finalement sont vides de sens. Est-ce que la bataille sémantique, c'est aussi une façon de mener la bataille idéologique ? Oui, bien sûr. Par exemple, dans le combat finalement qui oppose les tenants du libre-échange aux tenants de la souveraineté, on voit bien que les termes sont biaisés. Il y a d'un côté les ouverts et de l'autre les fermés. Donc ça permet pas d'avoir un débat, si vous voulez, clair. Qui peut être pour la fermeture ? Il s'agit pas de ça. Il s'agit finalement d'un débat entre les tenants du libre-échange, ce qui n'est pas une honte, qui peut très bien être assumé, et finalement les tenants de la protection, de ceux qui pensent que les peuples ont besoin d'être protégés, d'avoir certains repères stables, et que l'ouverture a une limite. Posé comme ça, le débat est beaucoup plus clair, je crois. Donc il va falloir lutter, nous, en tant que journalistes, contre certains réflexes journalistiques sur la question de l'Europe. Des termes comme europhobie doivent être bannis, parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ceux qui sont favorables à l'Europe telle que se construit, et ceux qui désirent imaginer un autre type de construction. Donc le vocabulaire qu'on nous a imposé, que les journalistes ont utilisé de manière parfois pavlovienne, conduit à un débat biaisé qui n'est pas sain. Donc il faut effectivement commencer par réfléchir au langage, et c'est par là que tout commence. Je dirais, y compris dans l'éducation, parce qu'il y a bien sûr, avec Natacha Polony, le livre s'ouvre sur la question de l'éducation. Alors, je vais me faire à nouveau l'avocat du diable, mais vous parlez donc de l'unionisme des médias, effectivement, mais on pourrait vous rétorquer qu'après tout, on a de plus en plus dans le système médiatique des gens qui portent cette parole-là, évidemment Natacha Polony, Éric Zemmour, d'autres éditorialistes qui ont cet espace médiatique et qui peuvent délivrer cette parole-là. Alors est-ce qu'on peut vraiment parler de système orwellien tel que qui empêcherait justement cette parole-là d'émerger dans le débat public ? Alors déjà, on a parlé de soft totalitarisme, donc c'est un totalitariste qui accepte malgré tout une petite part d'opposition. Après, on va pas se cacher que ces voix-là, qui étaient vraiment minoritaires il y a quelques années, aujourd'hui parviennent un peu mieux à se faire entendre, mais c'est simplement quelques dissidents, quelques éditorialistes, comme vous l'avez dit, mais il y a très peu de patrons de presse, par exemple, qui partagent nos idées. Si on prend sur le plan politique, il n'y a pas de patrons de grands partis, il n'y a pas de hauts fonctionnaires. Dans le monde économique, il n'y a pas de grands patrons qui partagent nos idées. Donc la technostructure reste favorable à l'idéologie dominante qu'on connaît. Et c'est elle qui détient, par exemple, le pouvoir
pouvoir économique, on l'a dit tout à l'heure, j'ai parlé de la concentration des médias, détient la plupart des grands médias. Donc le jeu reste malgré tout assez inégal. Et puis je vous rappellerai que quand même quelqu'un comme Éric Zemmour peut penser ce qu'on veut de ce qu'il raconte, mais bon, ses livres ont été des succès. Il a été viré d'ITélé pour une parole qu'il n'avait pas commise. Le journaliste italien a reconnu qu'il s'était trompé dans la transcription. On aurait pu imaginer qu'étant donné son succès d'audience, il serait embauché sur BFM. On voit que ça reste compliqué pour lui, qu'il y a un certain nombre de pétitions qui circulent pour demander carrément son interdiction des médias. Donc on voit que ça reste malgré tout compliqué, même si les choses avancent aussi parce que les journalistes se rendent compte malgré tout de la fracture avec l'opinion. J'ai parlé des derniers mois. Il faut bien, quand Donald Trump gagne l'élection aux États-Unis, qu'il y ait un autre son de cloche, puisque sinon les lecteurs se détourneraient vraiment complètement et ce serait trop voyant, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'il faudrait, alors selon vous, peut-être changer dans le système médiatique, ou en tout cas dans son mode de financement, pourquoi pas, pour permettre justement une plus grande indépendance des médias et la possibilité de cette pensée alternative de réellement émerger? Là, j'avoue que c'est quand même extrêmement compliqué, puisque le secteur va mal, et malgré tout, il faut pas se le cacher, on est bien content d'avoir des actionnaires et des gens qui investissent dans les médias. Je me demande parfois si un libéralisme absolu, pour le coup, serait pas une bonne solution, parce qu'on ferait jouer le jeu de la concurrence, et finalement les médias les plus imaginatifs survivraient grâce à leurs lecteurs. Mais le risque aussi, dans un contexte d'abêtissement général où les gens malgré tout lisent de moins en moins, ce serait de tuer complètement la presse. C'est pour ça que les choses sont quand même extrêmement compliquées, et il n'y a pas de réponse simple. Peut-être aussi la limite de notre travail. Aujourd'hui, à travers notre livre, on a très bien, je pense, décrit comment le système fonctionnait, quelles étaient ses impasses, mais comment le reconstruire, c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça aussi que le livre se termine sur l'idée qu'il faut repartir du local. D'ailleurs, la presse régionale fonctionne mieux finalement que la presse nationale. Repartir du local, faire sur des échelles moins ambitieuses et moins vastes pour reconstruire les choses petit à petit, mais la situation est extrêmement complexe. Je ne le lis pas. Mais après, vous avez des médias tels qu'on parlait du monde diplomatique tout à l'heure, qui effectivement ne sont pas entre les mains en quelque sorte de grands financiers, puisqu'ils n'acceptent pas, en tout cas très très peu de parts de publicité, par exemple, bénéficient de peu d'argent public, et qui pourtant est un mensuel qui fonctionne très bien. C'est ce que je disais, que généralement, quand on fait preuve d'imagination, ça fonctionne. Donc, mais alors, je me réjouis plutôt du succès du monde diplomatique. Oui, tout à fait, qui est, rappelons-le quand même, le journal français le plus lu dans le monde. Et vous qui êtes donc ce collectif de journalistes, vous participez dans vos différents médias, des médias mainstream, mais pourquoi ne pas tenter, après tout, de créer une nouvelle organe de presse? Est-ce que ce serait envisageable? Pour la suggestion, mais c'est peut-être l'étape, la prochaine étape, mais voilà, c'est toujours une aventure compliquée qui nécessite quand même au départ des capitaux. On verra, c'est pas exclu du tout. Je pense que c'était dans la tête de Natacha Polony, donc on verra, on fait les choses petit à petit. Parce que effectivement, effectivement sur un nouveau média, ce qui sera très bien. Il faut toujours, je pense qu'il faudra pas seulement notre média, il faut vraiment le retour d'un pluralisme dans
le paysage médiatique, mais ça peut commencer par là. Ça peut effectivement commencer par là, d'autant plus que effectivement le secteur est porteur, puisque dans l'opinion, on voit bien que l'opinion est en demande de ce type de médias. Et je pense qu'Internet pourrait éventuellement permettre de créer ce média alternatif à moindre coût. Et on en voit des exemples d'ailleurs. On en voit des exemples. On en voit des exemples très intéressants. Je pense au média qui a été mis en place, j'oublie le nom, qui est animé par Judith Bernard, qui fonctionne plutôt bien. Vous avez ce type d'initiative. Est-ce que vous en discutez quand même entre vous? Est-ce que c'est quelque chose qui oui, c'est quelque chose dont on discute. Le problème, c'est que c'est des initiatives qu'on voit d'un très bon œil. Natacha cite souvent des médias parfois alternatifs dans sa revue de presse du matin. Donc c'est des initiatives qu'on voit d'un bon œil. Après, le problème, c'est que beaucoup de ces médias alternatifs fonctionnent plus ou moins sur le bénévolat et que pour avoir une information de qualité à long terme, il faut quand même des journalistes salariés. Donc c'est une des difficultés, mais en tout cas on en discute et oui, c'est dans les projets à venir sans doute de créer un média. Oui. Eh ben écoutez, on vous le souhaite. Le temps va nous manquer, on pourrait continuer cette conversation encore pendant une heure. Je rappelle quand même le titre de votre ouvrage, donc Bienvenue dans le pire des mondes, le triomphe du soft totalitarisme édité chez Plomb. Donc un très 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 bon livre que je conseille vivement à nos lecteurs. J'espère qu'on a pu aborder un peu tous les sujets sur la question du journalisme. J'espère que ça fera un peu bouger les consciences, en tout cas permettre véritablement au débat de naître. Je vous remercie beaucoup, Alexandre Devecchio, d'avoir participé à cette émission. Et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler, peut-être plus d'approfondir un peu tous ces sujets. Avec plaisir. Avec plaisir, même si c'était déjà fort intéressant d'avoir une heure d'antenne, c'est rare. Donc je vous en remercie. Écoutez, voilà. Vous êtes le bienvenu dès que vous le voulez. Puis on attend avec impatience votre prochain livre. Peut-être rappeler l'adresse internet du comité Orwell. Oui, tout à fait. Donc je pense que c'est www.comiteorwell.fr. Si vous tapez Comité Orwell sur Google, vous on le trouve assez facilement. Tomber sur le site. Voilà, donc on le retrouvera. On peut y trouver effectivement des articles, des vidéos, les vidéos des conférences que vous avez pour le moment, des colloques que vous avez organisés. Je vous souhaite le meilleur et à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are free to be free. La France n'est pas schismatique, elle est révolutionnaire. Je vous ai compris. Au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager? Et je voudrais dire aussi, parce que ça me tient à cœur, c'est que tous les progrès qui ont été faits pour que la femme devienne maître de son corps, tous ces progrès, pardonnez-moi de vous le dire, ont été faits contre les religieux. Le pacte de solidarité a-t-il pour origine une revendication portée par des associations homosexuelles? Eh bien, oui. À inclure dans vos représentations la légitimité de ces couples de même sexe. Mais vos enfants et vos petits-enfants les incluent déjà